Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Les travaux du dialogue national inclusif ont officiellement débuté ce lundi au Gabon. 600 délégués prennent part à ces pourparlers organisés jusqu'au 30 avril pour repenser le Gabon et le projeter dans le futur. Cérémonie de passation de service en toute sobriété au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est officiellement installé à la primature ce lundi à Dakar. Le travail de son gouvernement devrait débuter au lendemain de la célébration de la fin du Ramadan. Et la Centrafrique renforce son arsenal juridique pour lutter contre la cybercriminalité. Une agence nationale de la cybersécurité est en projet, une avancée en matière de protection des citoyens. Les travaux du dialogue national inclusif ont officiellement débuté ce lundi au Gabon. 600 délégués prennent part à ces pourparlers qui se déroulent jusqu'au 30 avril au stade de l'Amitié à Libreville. Organisée plus de 7 mois après le coup d'État militaire, cette rencontre a pour objectif de préparer la fin de la transition. Le point avec notre envoyé spécial au Gabon, Joseph Moifo. Le dialogue national inclusif s'est ouvert mardi 2 avril à Libreville, la capitale du Gabon. Les 600 délégués qui prennent part aux travaux du dialogue national inclusif ont effectivement commencé les travaux lundi 8 avril 2024 dans les différentes commissions et les 3 grandes commissions et leurs 11 sous-commissions sont à pied d'œuvre pour examiner, scruter et analyser les plus de 38 000 doléances sur près de 2 millions déposées par le peuple du Gabon. Elles ont 30 jours pour livrer leurs propositions. Dans notre sous-commission, nous avons travaillé tous ensemble. Nous avons pu justement recueillir les avis des uns et des autres pour arriver déjà au cours de cette première journée à retenir un certain nombre de propositions fortes qui pourraient éventuellement nourrir le document final. Alors aujourd'hui, par exemple, on a parlé de l'immigration, on a parlé de la constitution, on a parlé de la prison, de l'immigration. Ce sont des thèmes hyper intéressants et hyper importants. Et les commissaires se sont épanchés, mais vraiment presque en intégralité sur ces objets et la copie est déjà intéressante. Nous avons procédé aux propositions de recrutement parce qu'il a été fait le constat que la carrière du fonctionnaire public n'était pas reluisante. Donc il fallait proposer quelque chose qui permettait à l'agent public de bien progresser dans sa carrière. Pour se rassurer de la bonne tenue des travaux et du suivi de la discipline de travail proposée, le Bureau du dialogue national inclusif, conduit par son président, Monseigneur Patrick Ibaba, a procédé en début d'après-midi du lundi 8 avril à la visite des différents ateliers. Le Bureau du dialogue national inclusif se réjouit de ce que les commissaires abordent les travaux avec un esprit de sérénité et d'abnégation, de courtoisie et de respect mutuel, conscients de tous les enjeux de l'heure et des attentes de l'ensemble des populations gabonaises et des plus hautes autorités de la République. Les résolutions issues de ce dialogue national inclusif devraient être rédigées en texte de loi. Des textes qui devraient constituer la mouture du projet de constitution de la République gabonaise qui sera soumis au référendum, comme le souhaite le général Brice Oligui Nguema à la tête de l'État depuis le 30 août 2023. Le nouveau Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a officiellement pris ses fonctions ce lundi 8 avril à la primature de Dakar. Son installation survient une semaine après sa nomination par le président Bassirou Diomaye Faye et 3 jours après la nomination de son gouvernement qu'il qualifie lui-même de rupture. Retour sur cette cérémonie avec Pauline Minka. Ousmane Sonko a officiellement pris fonction à la primature ce lundi 8 avril 2024 à Dakar. La cérémonie de passation de service s'est déroulée dans la sobriété et le chef du gouvernement nouvellement nommé a exprimé sa gratitude et a félicité son prédécesseur qui a longtemps servi le Sénégal de manière irréprochable. Je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas. Et surtout, ces longues années de service irréprochables, puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels.
Le ministre sortant a pour sa part affiché un sentiment du devoir accompli. Il s'est également réjoui de cette transmission et a souhaité plein de succès aux nouveaux locataires de la primature et à Bassirou Diomaye Faye, président de la République, dans leur mission. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là, et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République. En outre, Ousmane Sonko a annoncé dans les prochains jours l'installation de l'ensemble du gouvernement pour que rapidement les différents départements ministériels puissent être opérationnels. Également dans l'actualité, la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, qui évolue à l'est de la République démocratique du Congo depuis décembre 2023, a annoncé ce lundi le décès de 4 militaires, dont 3 Tanzaniens et 1 Sud-Africain. Ils ont été tués à la suite de l'explosion d'un obus de mortier à proximité de leur camp. 3 autres militaires tanzaniens ont également été blessés lors de cet incident qui s'est produit dans la zone de Mubambiro, dans la province du Nord Kivu. Aucune précision n'a été fournie dans le communiqué sur les circonstances de ce tir, mais pour la SADC, il s'agit de nouvelles pertes après celles déjà essuyées en février dernier où 2 soldats sud-africains avaient perdu la vie près de Goma. Rappelons que la mission de la SADC prête main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo pour lutter contre les groupes rebelles, dont le M23, dans l'Est congolais. L'Afrique du Sud occupe les premières places du classement des pays qui ont le plus fort taux de chômage à l'échelle continentale et internationale. Ce fléau touche principalement les jeunes. Pour inverser la tendance, le gouvernement sud-africain a annoncé le 5 avril la mise en place d'un programme à $1 milliard pour revitaliser le marché de l'emploi. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Avec un fonds d'investissement de 23,8 milliards de rands, le gouvernement sud-africain a procédé le 5 avril 2024 au lancement du Unemployment Insurance Fund Labour Activation Program dans le but de revitaliser le marché de l'emploi. Selon Thulas Tseksi, ministre de l'Emploi et du Travail, cette initiative vise à renforcer l'employabilité des jeunes et des chômeurs en leur offrant des formations professionnelles et des opportunités entrepreneuriales. Announcing the launch of our UIF Labor Activation Program, Nous annonçons le lancement de notre programme d'activation de travail que nous appelons LAP, qui est une formation pour le travail et pour le programme d'entrepreneuriat. Le démarrage du programme Carissons nationaux se fait à Gauteng avec le gouvernement provincial et sera progressivement ramené vers les provinces et le pays tout entier. And to be progressively rolled out during April throughout the provinces and countrywide. Selon les données du département national des statistiques, au 4e trimestre 2023, le taux de chômage global s'élève à 32,1% au 4e trimestre 2023 contre 31,9% au 3e trimestre 2023, avec un taux de 44,2% pour les jeunes âgés des 15 à 34 ans contre 43,4% sur la période sous revue. Par ailleurs, dans son discours sur l'état de la nation prononcé en février 2024, le président Cyril Ramaphosa a réaffirmé l'engagement du gouvernement à résoudre de manière urgente le problème du chômage des jeunes. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du secteur privé pour sa volonté à travailler main dans la main avec le gouvernement dans sa tâche énorme de créer les emplois à travers différents secteurs et dans les industries. Soulignons que l'initiative Unemployment Insurance Fund Labour Activation Program cible divers secteurs clés tels que l'agriculture, les TIC, la construction, l'ingénierie, la fabrication, l'éducation, les transports et les mines. Il prévoit également de soutenir 704 000 chômeurs via 333 projets recommandés offrant des formations, un appui aux petites entreprises et des possibilités d'emploi sur une période de 12 à 36 mois.
La Centrafrique se dote d'un cadre juridique approprié pour faire face à la révolution numérique. Une loi sur la cybersécurité a été votée en janvier dernier en réponse à la montée de la cybercriminalité. Elle autorise la création de l'Agence nationale de la cybersécurité, ce qui constitue une première en Centrafrique. Les précisions de Séverin Ndeke. Selon les données du African Cyber Security Market, le marché africain de la cybersécurité était estimé à plus de 1500 milliards en 2020, les escroqueries de type business email compromise restant le cybercrime le plus coûteux, avec des pertes estimées à environ 1125 milliards de francs CFA en 2020 dans le monde, à côté du rançonnage et la désinformation. Pour endiguer ce fléau en République centrafricaine, les autorités de ce pays ont promulgué la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. La loi, qui a découlé sur la création d'une agence nationale de cybersécurité, une première en Centrafrique, instaure désormais un cadre juridique régulateur sur ces secteurs sensibles, gage de la sécurité et de l'intégrité des États. Nous avons pris le temps de mettre en place l'arsenal juridique pour toiletter le cadre juridique des nouvelles technologies en République centrafricaine, ce qui nous a permis de prendre des textes jusqu'au dernier sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données en ligne. Cela nous permet de mettre en place ce qu'on appelle l'Agence nationale d'information qui se servira donc de ces malfrats-là, ceux qui utilisent à dessein pour diffamer, pour pirater, pour voler. Et tout cela, c'est pour ça que nous avons pris ces données. C'est vraiment des lois très importantes pour la population de la République centrafricaine et même au-delà. À la faveur du projet de désenclavement numérique engagé par les autorités centrafricaines, le pays a pu se doter en fin 2023 de la fibre optique, ce qui devrait permettre d'améliorer la qualité de l'Internet sur l'étendue du territoire à un prix abordable pour un meilleur débit équivalent aux standards internationaux. Selon les autorités centrafricaines, cette technologie devrait également favoriser l'augmentation des recettes fiscales, la réduction du coût des transactions économiques, la création d'emplois et stimuler les investissements afin de permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. La République centrafricaine est ce pays dont on n'avait pas l'infrastructure fibre optique. Nous avons maintenant la fibre optique qui est arrivée. La première connexion s'est faite entre la République du Congo à partir de la ville de Ouesso et la République du Cameroun à partir de la ville de Kenzhou. Et on a donc une distance de 1200 km qui arrive à Bangui pour l'année. Et nous avons aujourd'hui en point de mire la connexion entre la mer Atlantique du Cameroun et le Congo pour rejoindre la mer Rouge à partir du Soudan du Sud. Le développement du numérique est l'un des axes prioritaires de la politique de développement de la République centrafricaine, à même de contribuer à son essor. Le pays a instauré une taxe de 1% sur les cartes magnétiques pour permettre aux secteurs sociaux tels que la santé de pouvoir bénéficier du développement des infrastructures et le renforcement des capacités. La Zambie se prépare à participer à la 7e édition de la CAN de futsal qui se tiendra du 11 au 21 avril au Maroc. La sélection zambienne évoluera dans le groupe A. Objectif affiché, atteindre les demi-finales et pourquoi pas remporter le trophée à l'instar de l'Égypte, du Mozambique, de la Libye et du Maroc, vainqueurs des éditions précédentes. Le point avec Joël Ballot. Alors on va voir maintenant. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de futsal, prévu du 11 au 21 avril 2024 au Maroc, est connu. La Zambie, l'une des nations qualifiées, est logée dans le groupe A, aux côtés de l'Angola, le Ghana et le Maroc, champions en titre et pays hôtes. Absente à l'édition de 2020, la Zambie, par la voix de l'entraîneur principal Andrea Cristoforetti, vise les demi-finales. After coaching in Zambia for 5.5 years, I do consider now this country home. L'objectif minimum est d'aller en demi-finale. Notre véritable ambition est de nous qualifier pour le mondial. Je donnerai le meilleur de moi-même pour remplir cette mission et faire en sorte que la Zambie soit fière de l'équipe nationale de futsal. I have to say that I like to act without expectation. Le groupe A se positionne comme le plus difficile de cette compétition de par ses protagonistes. En plus du Maroc, la Zambie, qui a sa 3e participation, devra faire face à l'Angola, qui l'a empêché de se qualifier en 2020. I do have the ambition though of bringing this team to J'ai l'ambition d'amener cette équipe au meilleur niveau possible afin qu'elle soit compétitive au niveau international. Je dois évaluer les joueurs et l'équipe.
Mon aspiration est de continuer à développer et à partager la passion pour ce beau jeu et mon rêve est de voir la Zambie participer à la prochaine Coupe du Monde de futsal. Le 2 avril, la Zambie a dévoilé la liste de ses 14 représentants pour l'atteinte de ses objectifs. La sélection entre en lice le 11 avril contre le Ghana. Ensuite, elle défiera l'Angola le 13 avril avant de terminer la phase de groupe par le Maroc le 15 avril. Pour rappel, le meilleur résultat de la Zambie reste la 4e place en 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.